Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler du stress. Le stress, c'est un sujet qui est, je trouve, extrêmement important, surtout dans nos vies aujourd'hui où on a tendance à aller à 100 à l'heure, où on a tendance aussi à subir le rythme professionnel, la charge mentale aussi de notre vie personnelle, de notre quotidien, et où nous avons aussi des difficultés à alléger, à établir des priorités parce qu'on est parfois complètement submergé et ça donne lieu, quand ça s'installe sur la durée, à des maladies, des troubles du sommeil. Ça peut être aussi un problème pour le système nerveux. Ça peut nous rendre extrêmement irritables et il y a de plus en plus de maladies aujourd'hui dont on dit qu'elles sont liées au stress. Donc c'est important de pouvoir parler de ça, d'en parler librement aussi, et puis de savoir reconnaître dans sa vie de tous les jours qu'est-ce qui nous stresse, qu'est-ce qui est une source de stress pour nous, et comment est-ce qu'on peut équilibrer et apaiser tout ça. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que chaque personne est différente et que nous n'avons pas tous et toutes la même sensibilité au stress. Il y a des gens qui sont anxieux, qui sont facilement stressés, et il y a des gens qui supportent très bien, ou en tout cas mieux, les situations où il peut y avoir de la pression, de l'urgence, de l'échéance, et qui vont par exemple dans certaines vies professionnelles qui sont très challengeantes, mieux le vivre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que être soumis au stress sur le long terme de manière répétée et régulière est quand même de toute manière très mauvais pour la santé, puisque ça endommage notre corps, ça endommage nos cellules, et ça nous fait aussi vieillir plus vite. Donc l'idée quand même, c'est de reconnaître à quel point nous sommes sensibles aux situations de stress et de privilégier des situations ou des vies professionnelles et personnelles qui vont nous permettre de nous relaxer et de nous détendre aussi, d'avoir ces petits instants justement où on va pouvoir se laisser aller et ne pas être continuellement dans un rythme, dans un mécanisme de stress. On peut aussi être addict au stress, sans le faire exprès. C'est-à-dire que les situations stressantes, les situations d'insécurité, les situations de violence par exemple, sont des situations qui créent en nous, qui déclenchent en nous ce qu'on appelle l'adrénaline. Quand on a été à certaines périodes de notre vie très soumis à ça, c'est-à-dire par exemple si on a été enfant et qu'on a vécu dans un cadre familial stressant, angoissant, insécurisant, avec des violences, avec qu'elles soient verbales ou physiques, avec cet état de qui-vive en fait, cet état où on est toujours en train de regarder partout, de se demander qu'est-ce qui va se passer quand on est un peu dans le danger comme ça, eh bien on va sécréter énormément d'adrénaline et du coup on va vivre constamment en surmenage en fait, en surstimulation, en hyperstimulation. Donc notre système nerveux qui s'attend en fait à tout moment à ce qu'il se passe quelque chose, à peut-être qu'on reçoive un coup, une agression verbale ou qu'il y ait une situation angoissante qui surgisse, eh bien on va être tout le temps comme ça. Et c'est ce qui peut provoquer aussi ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Donc il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome du stress post-traumatique, quand on a été soumis à un choc, quand on a été soumis à de la violence, quand on a vécu une situation extrêmement stressante, en fait on souffre de stress post-traumatique. Donc on peut être très excité, très énervé, on peut avoir peur tout le temps, on peut avoir l'impression qu'il va arriver quelque chose à tout moment. C'est comme si notre système nerveux était constamment en alerte. Donc notre corps, notre mental, notre cerveau est constamment en alerte. Et donc on n'est jamais au repos. Donc en général, on dort très mal, on stresse facilement, on s'angoisse facilement parce qu'on a tout le temps peur. Donc quand on a été soumis à ça, quand on était enfant ou à différents moments dans notre vie, c'est comme si notre corps, en fait, il intègre ça comme un état de fonctionnement normal. Ce qui normalement est de l'ordre de l'occasionnel, c'est-à-dire je me sens stressée, je suis stressée parce qu'il y a une situation qui provoque cette réaction naturelle, et bien là c'est continuel. Je fonctionne en état de stress permanent et je suis en hyperstimulation tout le temps.
Donc ça fatigue énormément, la fatigue chronique, ça crée des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, des troubles cognitifs, ça peut créer aussi des maladies inflammatoires. Il faut savoir que le stress est la cause principale de la majorité des maladies inflammatoires qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, c'est une cause qui est extrêmement importante en termes de pourcentage. Donc comme je suis surstimulée, que mon système nerveux est toujours en alerte, ça crée de l'inflammation dans mon corps. Donc je peux avoir des maux de tête, je peux avoir des douleurs dans le dos, je peux avoir des maladies nerveuses aussi, je peux avoir des problèmes digestifs, des problèmes intestinaux, de l'inflammation intestinale, je peux avoir de l'endométriose aussi, parce que tout va subitement s'inflammer en fait, et tout est inflammé en permanence, et en fait il suffit de rien du tout pour que cette inflammation en fait elle se redéclenche dans le corps. Donc vous imaginez en fait ça comme un immense brasier. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez un immense brasier qui s'apaisait très très peu. C'est-à-dire que le feu ne se régule pas. Donc au lieu d'avoir une belle cheminée bien sympathique où vous allez réguler le feu, remettre des bûches au fur et à mesure, puis vous laisser tranquillement chauffer par cette énergie, eh bien en fait ça va s'inflammer, ça va faire des immenses flammes incontrôlables et ça va vous brûler de l'intérieur, d'où le phénomène inflammatoire. Je vous dis ça parce que je souffre de stress post-traumatique, notamment lié à l'enfance et à d'autres expériences de ma vie, et j'ai des maladies inflammatoires. Donc à l'âge de 18 ans, j'ai déclaré une maladie inflammatoire du côlon qui s'appelle le syndrome du côlon irritable, lié aux multiples situations de stress que j'ai pu vivre dans ma vie quand j'étais plus jeune. Puis j'ai déclaré un peu plus tard l'endométriose, qui est aussi une maladie inflammatoire des tissus qui provoque des lésions au niveau gynécologique, donc au niveau de l'utérus. Et c'est une maladie qui se propage parce qu'elle est inflammatoire. Donc c'est lié aussi à ce phénomène de feu, à ce phénomène de brasier. On peut donc, quand on a été soumis longtemps comme ça à des situations de stress, que ça soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, devenir addict au stress. C'est-à-dire que sans le vouloir et sans le savoir, on est tellement habitué à vivre comme ça qu'on ne sait plus vivre autrement. D'ailleurs, on ne l'a peut-être jamais appris. Donc on va vivre toute notre vie dans un sentiment d'urgence. Comme si tout devait aller vite, comme s'il fallait se dépêcher, comme s'il y avait un truc qui risquait de nous tomber sur le coin du nez à tout moment. On n'est jamais serein, on n'est jamais tranquille, on est toujours en train de s'inquiéter pour l'avenir, on est dans l'insécurité permanente. Et comme on a l'habitude de vivre comme ça, et aujourd'hui avec nos rythmes de vie, nos charges mentales, nos vies professionnelles, c'est vrai qu'on est surstimulé en permanence, aussi au niveau des informations que l'on reçoit et qu'on doit traiter au quotidien. Donc on est dans cette surstimulation, on vit comme ça, à 300 à l'heure, on se surmène complètement, sans s'en rendre compte, parce que pour nous c'est normal. On a toujours vécu comme ça, donc on ne peut pas imaginer que ça puisse être autrement, et donc on fait mal à notre corps. On fait mal à notre corps et puis c'est après qu'on se rend compte qu'on a des problèmes d'articulation, inflammatoires, des maux de tête, qu'on a des maladies qui se déclarent et puis qu'on finit par faire ce qu'on appelle un burn-out parce qu'on a trop tiré sur la corde et parce qu'on a trop accumulé de situations de stress. Il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais moi, le stress, ça me pose pas de problème. D'ailleurs, je travaille toujours mieux dans l'urgence. J'ai l'habitude de travailler dans le stress. » Ça, moi, je l'entends, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été aussi très longtemps comme ça, c'est-à-dire à travailler mieux dans l'urgence parce que quand je suis hyper stimulée, je suis beaucoup plus efficace. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est une caractéristique, ok, chacun est différent. Le problème, c'est quand on prend cette habitude de vivre tout le temps comme ça, dans l'hyperstimulation. C'est sur le long terme, en fait, que ça peut avoir des dommages sur notre corps, sur notre cerveau, sur notre santé, en fait. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne suffit pas de se dire « Oui, mais moi, j'ai l'habitude d'être dans le stress, ça ne me pose pas de problème, je le vis bien. » Parce que peut-être que là, tu as l'impression que tu le vis bien, que c'est normal, et puis ça fait peut-être longtemps que tu vis comme ça, donc tu ne te poses pas trop de questions parce que physiquement, ça va, mentalement, ça va, mais tu n'es pas à l'abri que dans quelques temps ou quelques années, il y ait des signaux d'alerte qui commencent à se manifester. Donc il va falloir être très à l'écoute de ça, parce que quand ton corps commence à te dire stop, je peux te dire que tu le sens. Et qu'après, tu vas être obligé à cause de ça, ou grâce à ça, ça dépend comment on le voit, d'adapter ta vie, ton quotidien, tes décisions de manière à ce que ce soit moins stressant.
Donc quand on est addict en fait à ça, quand on fonctionne comme ça sans même le savoir, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer dans notre quotidien des situations de stress pour reproduire le schéma auquel on est habitué. Donc en général, quand c'est trop calme, quand il ne se passe rien, quand tout est fluide, quand tout va bien, on va créer, on va inventer des situations et des problèmes parce qu'on a besoin en fait de vivre dans ce truc de il y a quelque chose qui ne va pas, ça me stresse, il faut que je règle ça, et puis à être dans ce sentiment d'urgence. Donc ça c'est typique par exemple dans la vie amoureuse. Quand on a été habitué à vivre dans un cadre familial ou relationnel extrêmement stressant, très anxiogène, avec beaucoup d'insécurité, dans nos futures vies amoureuses, quand ça va être trop calme, trop serein, trop tranquille, on va trouver des stratégies pour recréer le climat de tension, le climat de stress dont on a besoin. Parce qu'on est habitué à fonctionner comme ça, parce que notre système nerveux est habitué, notre cerveau est habitué. Donc automatiquement, on va recréer le climat dont on a besoin pour vivre comme on sait vivre, parce qu'on ne sait pas vivre autrement. Donc c'est quelque chose qui est nocif pour nous, mais on n'a pas le contrôle dessus parce que ça se fait souvent de manière inconsciente. Par contre, quand on met la conscience dessus, qu'on se rend compte qu'effectivement on se crée des situations stressantes, anxiogènes, exprès, on peut commencer à se dire « Ok, je vais peut-être pas vivre toute ma vie comme ça, et à un moment donné, il va falloir que j'apprenne à vivre autrement. » Donc une fois qu'on a identifié qu'on était par exemple sensible au stress, qu'il y avait des choses dans notre vie professionnelle qu'on avait du mal à supporter, qui nous rendaient anxieux, qu'on sait placer notre curseur au niveau de la sensibilité, qu'on a conscience aussi que peut-être on vit comme ça depuis longtemps, mais qu'on aimerait mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir évoluer et être moins stressé, eh bien on va pouvoir commencer dans notre vie à appliquer, à mettre en place des choses, des techniques, des outils, des ressources qui vont nous permettre petit à petit de sortir de ce mode de fonctionnement, de l'hyperstimulation, de ce sentiment d'urgence lié au stress. Il y a du bon stress et du mauvais stress. Le stress, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie de manière générale. Il y a des situations dans la vie qui nous mettent en réaction de stress, et c'est normal. Par exemple, on va être témoin d'un accident, on va vivre une situation où il y a de l'urgence, on va ressentir le stress et on va donc déclencher des réactions, des prises de décision, des choix en fonction de la situation et de la gravité et de l'urgence de la situation. Donc dans la vie, on ne pourra pas s'empêcher d'être en contact avec des situations qui peuvent être stressantes et déclencher chez nous cette réaction naturelle de stress. Ce qu'on peut changer ou ce qu'on peut adapter, c'est le fond. C'est-à-dire à l'intérieur de nous, ce qu'on peut moduler, c'est comment est-ce qu'on va réagir au stress, comment est-ce qu'on va savoir s'apaiser, se détendre, s'équilibrer de manière à ce qu'on ne soit pas tout le temps en surtension. Le bon stress, c'est ce qu'on appelle le stress un peu qui est lié à l'excitation. Par exemple, on peut ressentir du stress quand on va rencontrer une personne qui nous plaît beaucoup, que c'est le deuxième rendez-vous et on va être dans cette excitation, dans ce questionnement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, mais en nous, ça procure une sensation de stress positif, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi parce qu'on s'apprête à commencer un nouveau travail et puis on a cette excitation aussi de se dire voilà, j'ai hâte, tu vois, on a ce stress un peu comme ça. Le stress des examens qui peut être un stress aussi positif dans le sens où ça nous met en état en fait un peu d'éveil, d'alerte au niveau du mental parce qu'on s'est préparé, parce que on a cette envie d'y aller, cette détermination, tu vois, donc ça peut être quelque chose vécu positivement. Mais à l'inverse, le stress, ça peut être aussi très négatif, ça peut être aussi très nocif. Quand c'est trop souvent, quand c'est trop régulièrement, quand on commence à avoir des gros maux de ventre, quand on somatise énormément et que notre corps nous fait souffrir, quand des petites situations comme ça qui ont l'air complètement anodines, par exemple, nous mettent dans tous nos états. On va perdre nos moyens, on va avoir la nausée, on va vraiment être dans un état de stress énorme. Là, ça devient nocif. Et sur le long terme, quand ça commence à nous empêcher de dormir, quand ça nous crée des maladies, bon, là, on peut parler justement de stress négatif. Donc là,
réponse au stress, c'est une réponse complètement naturelle. Le fait de ressentir le stress est naturel, mais à nous d'identifier dans notre vie quotidienne qu'est-ce qui est de l'ordre du naturel, du positif ou des choses qui nous dérangent pas ou qui nous stressent pas plus que ça, et qu'est-ce qui au contraire nous met dans des situations vraiment où là, on va ressentir l'effet nocif du stress dans notre corps, là où on va perdre nos moyens, on va plus savoir où on habite, on va paniquer, parce que ça peut vraiment déclencher parfois des crises de panique, des crises d'angoisse, donc ça peut être extrêmement intense. Quand on ressent ce type de crise d'angoisse, de panique, ça peut être lié aussi effectivement à un surmenage, système nerveux, etc. Mais ça peut être lié aussi, comme je vous ai dit, au stress post-traumatique, à l'issue d'un choc ou d'un traumatisme qu'on a vécu. Donc c'est bien aussi de pouvoir identifier dans notre vie à quel moment on a été soumis à un stress violent, à quel moment on a pu avoir des chocs, des traumatismes, afin de pouvoir les reconnaître pour pouvoir par la suite apaiser les choses et équilibrer les choses. Tant que le trauma n'a pas été reconnu, tant que ça n'a pas été vu, ça continuera en fait de nous embêter et de revenir dans notre vie. Dans votre quotidien, il y a plein de manières de pouvoir équilibrer votre stress, votre niveau de stress et pouvoir vous détendre. Donc ce dont vous allez avoir besoin, c'est de vous apporter de la détente et de pouvoir aussi ralentir pour sortir justement de ce sentiment d'urgence et de la nécessité absolue. En général, quand on est surmené, on pense à 10 000 choses en même temps, on est à 10 000 endroits en même temps, on ne sait plus où donner de la tête et c'est là qu'on finit par perdre pied. Parce qu'on a trop de choses à faire, trop de choses à penser, trop de problèmes à régler. Le truc, c'est qu'il va falloir apprendre à gérer un problème à la fois. Ne pas tout faire en même temps et surtout ne pas être dans l'impatience de vouloir tout régler d'un seul coup. La vie nous amènera toujours des situations qui vont nous poser des questions, qui vont nous remettre en question et qui vont nous demander d'aller à la recherche de solutions. On ne peut pas tout résoudre d'un coup. Il faut savoir lâcher prise. Donc traiter un problème à la fois. Trouver une solution à la fois. Et en général, quand on commence à découdre un petit peu le problème, quand on commence à trouver une solution pour un problème, et bien dans la foulée, on a tout qui naturellement commence à se détricoter. Donc c'est pas la peine de vouloir faire la pieuvre et de mettre ses tentacules partout en même temps et son énergie partout en même temps, parce que ça nous épuise, mais un problème après l'autre. Ensuite, dans votre quotidien, il va falloir éliminer toutes les sources de stress qui sont nocives pour vous. Si vous avez un travail qui est très stressant pour vous et que vous n'arrivez pas, que c'est trop compliqué, que ça vous coûte trop d'énergie, il va falloir que vous soyez capable de quitter ce travail et de trouver un autre travail qui vous permettra d'être plus équilibré. Je tiens à vous le dire, ce n'est pas la peine d'essayer dans votre travail actuel, si vous subissez trop de stress, de vous adapter, de trouver des solutions, de vous remettre en question, de dire « bah oui mais c'est peut-être moi, faut peut-être que je travaille sur moi ». Non. Si c'est trop stressant pour vous, si ça vous fait dépenser trop d'énergie, si ça vous fatigue, si vous n'avez plus le temps à côté pour vos activités, pour vous détendre, pour vous faire du bien, laissez tomber. Vous quittez ce travail, vous en trouvez un autre, vous dormirez mieux, vous serez en meilleure santé et peut-être que ça vous enlèvera une énorme épine du pied. Il ne faut pas avoir peur de quitter des situations professionnelles, personnelles qui sont source d'un trop grand stress. C'est très important. Savoir quitter, c'est aussi savoir lâcher. Je n'ai pas le contrôle sur ce qui se passe ici, je ne peux pas changer les choses, ça me fait trop de mal, eh bien j'accepte qu'il faut que je me retire de là pour pouvoir continuer à vivre ma vie et être en bonne santé. C'est très important. Il ne faut pas laisser les situations de votre vie quotidienne ou de votre vie professionnelle ou certaines relations vous bouffer l'existence. Vous quittez, vous repartez sur autre chose. Et ça vous donne l'occasion aussi de faire un bilan, que ce soit en relationnel ou en professionnel. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est important pour moi, dans quel environnement je veux travailler, avec quel type de hiérarchie, dans quel domaine. Ça donne aussi l'occasion de repartir à zéro. N'ayez pas peur de quitter votre travail. Peut-être même pendant quelques temps, si vous pouvez, de ne plus travailler. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous permettre de faire le point et aussi d'apprendre à vivre différemment. Quand on travaille tout le temps et qu'on ne s'arrête jamais de travailler, on est tout le temps dans l'effervescence. Et donc, on ne sait pas ce que ça fait de s'arrêter vraiment. Et ça se passe souvent pendant les vacances. Par exemple, vous avez travaillé toute l'année et là, vous êtes en vacances pendant 3 semaines. Il y a souvent une petite période au tout début des vacances où vous n'avez rien à faire, où vous ne travaillez plus et vous vous demandez ce que vous faites là. Et vous avez ce moment qui dure quelques jours
où vous avez l'impression presque d'être inutile, de ne pas savoir quoi faire de vos journées, et c'est très déstabilisant. Et il y a certaines personnes qui peuvent vivre aussi des phénomènes de dépression comme ça, quand elles s'arrêtent de travailler, pendant les vacances par exemple. Parce que d'un coup, si je ne travaille pas, si je ne fais pas ce que je fais d'habitude, si je ne suis pas dans ce rythme de travail, qu'est-ce que je fais? Et comment je vis? Donc c'est pour ça que, au moment du Covid, il a été extrêmement bénéfique pour un bon nombre de personnes d'avoir cette pause qui a permis de s'arrêter de travailler. Parce que pendant ce temps-là, on a pu comprendre, certains d'entre nous, qu'il y avait une autre manière de vivre. Et que peut-être jusqu'à présent, on ne s'était jamais donné l'opportunité d'arrêter de travailler. Donc parfois, se mettre au repos pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être en étant au chômage, en faisant une reconversion professionnelle, prendre le temps de réfléchir, c'est aussi se donner la possibilité de vivre autrement, de sortir complètement du rythme auquel on est habitué, dans lequel on a l'habitude de fonctionner, pour faire le vide et repartir sur un autre rythme. Moi, le Covid, c'est vraiment ce qui m'a permis de me stopper, parce que sinon, je ne me serais jamais stoppée par moi-même. À cette époque-là, j'étais en train de faire un burn-out, il était pour moi impossible de me mettre en arrêt maladie, je ne l'envisageais même pas, parce que la peur du regard des autres, parce que j'avais cette croyance de c'est pas bien de s'arrêter, ça ne se fait pas, faut continuer, moi c'était ça mon credo. Il faut se battre, il faut continuer, il faut montrer qu'on est fort, il faut jamais s'arrêter, jamais, jamais s'arrêter. Le Covid m'a permis de m'arrêter, et c'est là que mon chemin, ma réflexion personnelle, et ça a commencé, vraiment, sur mon travail, comment je me sens, et puis c'est là que j'ai commencé à m'occuper de moi, de mes problèmes de santé. Si j'avais pas eu cette période, j'aurais jamais cassé le rythme et je serais jamais repartie sur autre chose. Donc cassez votre rythme, n'ayez pas peur de vous arrêter, de prendre des vacances, d'arrêter de travailler pendant quelques temps ou quelques mois pour vous permettre justement de faire une vraie pause. Parce que quand on s'arrête de travailler pour les vacances, en réalité, on ne se repose pas vraiment. Et ça, je pense que vous avez pu le remarquer. Si vous avez vos 5 semaines de vacances par an, vous posez 3 semaines en été, 2 semaines aux vacances de Noël, par exemple, 3 semaines, c'est pas suffisant pour permettre au corps et à l'esprit de véritablement se ressourcer et repartir sur de bonnes bases. En réalité, il nous faudrait plusieurs mois pour pouvoir évacuer le stress, évacuer tout ce qu'on a accumulé, puis repartir avec une santé presque neuve au travail. Donc les 3 semaines habituelles ne sont pas suffisantes. En général, la première semaine, on se repose un petit peu, on fait tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant l'année parce qu'on a travaillé. Donc si on a des travaux à la maison, des travaux dans le jardin, etc., on va s'occuper de ça. La 2e semaine, on part en vacances, si on en a l'envie. Et puis la 3e semaine, on est déjà en train de se repréparer pour aller de nouveau travailler, pour repartir sur un cycle, alors qu'en réalité, justement, c'est à partir de la 3e semaine qu'on commencerait vraiment à se reposer. Tu vois, il y a vraiment se déposer, alors se poser, se déposer et se reposer. Et c'est quand tu es dans la phase de repos que là, tu commences vraiment à te ressourcer. Donc tu vois, pendant tes 3 semaines de vacances, je suis désolée de le dire, tu n'as pas vraiment le temps de te reposer. C'est pour ça que dans ton quotidien, si tu es dans ce rythme de travail-là, il va falloir que tu apprennes à te poser, déposer, reposer régulièrement pour ne pas trop accumuler, tu vois. Donc, bien choisir sa vie professionnelle, faire du tri dans son relationnel, se repositionner aussi au centre de soi avec ses limites, ses envies, ses besoins, voilà. De quoi j'ai besoin en termes d'activités sportives, d'activités culturelles, artistiques. Quand est-ce que j'ai le temps aussi de pratiquer ces activités? À quel point est-ce que c'est important pour moi de me vider la tête, de me changer les idées? Qu'est-ce que je donne aussi aux autres? Qu'est-ce que je me donne à moi-même? Ça nous fait nous poser toutes ces questions. Ensuite, dans votre quotidien, vous allez avoir, suivant votre personnalité et votre construction personnelle, différentes manières de faire face au stress. Il y a des personnes, par exemple, qui vont faire beaucoup de sport parce que ça fait partie de leur équilibre. Donc, vous allez courir, vous allez faire du cardio, vous allez aller à la salle, vous allez faire du sport chez vous parce que cette session de sport, c'est ce qui va vous permettre de vous réguler, de vous vider et aussi de vous ressourcer. Voilà. Il y en a d'autres, ils vont préférer, par exemple, faire des jeux vidéo parce que ça va les déstresser. Tu vois, ça dépend quel rapport tu as avec tes activités. C'est différent pour chacun. Il y en a d'autres, ils vont faire de la méditation, du yoga, des choses pour vraiment s'apaiser, s'équilibrer. Donc tout ça est très complémentaire. En fait,
Si tu fais du sport, par exemple, pour te défouler, si tu fais du cardio, des choses comme ça va te faire du bien parce que ça va te permettre d'évacuer. Tous les sports où tu transpires, où tu réfléchis pas trop, où tu te dépenses, etc., c'est des sports qui vont te permettre d'évacuer le trop plein d'énergie et d'évacuer aussi ce que tu as accumulé comme stress. Donc le mouvement, il est celui-là, c'est-à-dire que ça part de toi et bam, ça sort de toi-même. Ensuite, il va falloir penser à des choses pour te ressourcer. Ça, c'est pour évacuer. Pour ressourcer, tu vas avoir besoin, par exemple, de moments qui vont te permettre de générer en toi de la bonne énergie, de la joie, du bonheur. Tu vas avoir besoin de ça pour te nourrir, en fait, d'une énergie qui va être positive pour toi. Quand tu as cette énergie positive en toi, cette joie, ce bonheur, ce sentiment d'être heureux, d'être bien, ça va t'aider au quotidien et tu vas être moins réceptif au stress parce que ça va te permettre de t'équilibrer à l'intérieur. Donc tout ce qui te met en joie, des activités créatives, ça peut être du dessin, de la peinture, de la poterie, ça peut être passer du temps avec tes amis, avec les gens que tu aimes, passer du temps avec ton chien. Les animaux aussi. Les animaux sont vraiment extrêmement bénéfiques pour le stress, extrêmement bénéfiques. Donc plus vous passez de temps avec vos animaux, plus vous jouez avec eux, plus vous les caressez, la ronron-thérapie, l'équithérapie, les chevaux, surtout que les chevaux sont des animaux qui sont vraiment connus et reconnus pour véritablement apaiser le stress chez les êtres humains. Donc vraiment, aller vers les animaux, faire des activités qui vous mettent en joie, de la danse, des choses qui vous font plaisir, ça va vous permettre en fait de maintenir cet équilibre positif, ce cercle vertueux en fait. J'évacue ce dont j'ai pas besoin, tous les stress, toutes les choses qui ont été accumulées et en même temps je me nourris de ce qui me fait du bien. Et là, vous allez commencer à rentrer dans un cercle vertueux, dans quelque chose de positif. Ça peut être des petits moments instaurés dans votre quotidien, à différents moments dans la semaine. Ça peut vous permettre aussi de lâcher le travail, de lâcher votre charge mentale. Ce qui est le plus difficile pour les personnes comme moi et peut-être comme vous, qui sont très soumises au stress, qui sont très sensibles et qui sont dans un état d'hypervigilance en permanence, c'est de lâcher prise. Moi, à une époque, quand on me parlait de lâcher prise, ça me mettait en colère parce que j'avais l'impression que lâcher prise, ça voulait dire tout abandonner, cesser le feu, arrêter le combat. Et moi qui avais eu l'habitude de me battre et de lutter toute ma vie, arrêter pour moi, c'était mourir. Et pour beaucoup, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne veut pas arrêter, c'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher parce qu'on a l'impression que tout va s'effondrer. Mais bon, j'ai pas eu le choix que de m'arrêter, j'ai pas eu le choix que de cesser le feu puisque mon corps ne pouvait plus. Donc apprendre justement dans l'expérience de la vie que le lâcher prise, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas un échec. C'est justement pour nous permettre de savoir complètement laisser aller les choses. Parce que souvent on est dans l'hyper-contrôle, surtout quand on est très stressé. On veut tout contrôler, on veut que tout se passe bien, on est souvent très perfectionniste, tout ça, ça va de pair. Si quelque chose ne va pas, n'est pas à la bonne place, etc., on peut être un peu psychorigide, avoir des habitudes comme ça extrêmement rigides, peut-être même des tocs. Eh bien, il va falloir qu'on apprenne à lâcher un peu tout ça, à se rendre compte que quand c'est pas parfait, que quand on n'a pas le contrôle de certaines choses, c'est pas grave, en fait il va rien se passer. Ça c'est quelque chose qu'on va apprendre dans l'expérience. Donc c'est très important aussi d'aller dans ce rapport au lâcher prise et d'apprendre à lâcher prise au quotidien parce que c'est vraiment bénéfique. Et ça nous évite justement d'avoir trop de charge mentale et de vouloir régler tous les problèmes de tout le monde, par exemple. Si vraiment vous souffrez de stress post-traumatique, que vous avez des symptômes qui vous font penser à ça, des problèmes de sommeil, que vraiment vous sentez que même le fait d'organiser votre quotidien, de pouvoir vous donner des espaces de sport, des espaces de création, des choses qui vous font plaisir, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo ne suffit pas. Vous pouvez aussi vous adresser bien sûr à des professionnels de santé qui vont vous permettre de pouvoir aller un peu plus en profondeur parce que votre stress, c'est quelque chose qui a pu être tellement intégré comme un fonctionnement normal que vous pouvez avoir par exemple un dysfonctionnement du système nerveux. Vous pouvez avoir aussi des dysfonctionnements au niveau hormonal. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il serait bénéfique pour vous d'aller du côté de certaines thérapies, de certains accompagnements médicaux qui pourraient vous permettre, ou paramédicaux, justement de relâcher.
Parce qu'en fait, votre corps à l'intérieur, il a emmagasiné le stress et c'est comme si c'était complètement crispé. Donc ça veut dire qu'en vous, vous êtes un peu comme de la roche, de la pierre. Donc la roche et la pierre, en fait, c'est difficilement manipulable ou modulable. Donc il va falloir aller dans le corps. C'est pour ça que, par exemple, tout ce qui est de l'ordre du massage, ça peut permettre aussi de venir délier certaines tensions. Ça peut venir permettre de décristalliser certains points qui ont emmagasiner du stress et ça peut libérer au niveau du corps. Donc il y a aussi besoin de cette libération physique. Donc le massage, le shiatsu, peut-être l'acupuncture, peut-être un peu d'ostéo aussi, ça peut peut-être venir déjà commencer à travailler un petit peu le corps pour l'assouplir parce que vous allez avoir besoin, comme vous êtes très rigide, d'assouplir votre corps. Donc le yoga par exemple, toutes les pratiques douces, je ne parle pas ici de pratiques violentes, là on est sur la douceur, voilà, on a besoin de douceur. Donc toutes ces choses-là qui vont permettre d'assouplir le corps, de faire des mouvements, ça va décoincer. En fait, ça va décoincer vos muscles, ça va décoincer vos organes, ça va décoincer l'énergie que vous avez emmagasinée et qui est complètement cristallisée à l'intérieur. Le mouvement, c'est très important. Bougez, ayez du mouvement, mettez de la souplesse aussi, ressentez votre corps, vraiment, tout ça, ça va vraiment vous aider. Et ensuite, vous pouvez aller sur ce qu'on appelle la libération émotionnelle, parce qu'évidemment, le stress, c'est aussi en lien avec l'émotionnel. Donc, vous avez pu accumuler en vous pendant toutes ces années des cristallisations, non pas que physiques, mais aussi émotionnelles. Donc, ça se situe toujours dans le corps, mais pas forcément au même endroit. Là, il va y avoir besoin de lâcher les émotions, de lâcher tout ce que vous avez accumulé, tout ce qui vous a rendu triste, qui vous a mis en colère, et d'apprendre aussi à le lâcher progressivement. Plus dans votre quotidien, vous apprenez, vous trouvez vos techniques, vos stratégies pour lâcher, pour évacuer, pour pas garder toute cette merde en vous, excusez-moi l'expression, plus au niveau de votre santé ça va aller. Le problème, c'est qu'on accumule. On garde en nous, on retient tout. On accumule les émotions, on montre rien, on verbalise pas, on parle pas. Et à un moment donné, comme notre corps ne supporte plus d'avoir tout ça en lui, paf, ça explose. Et c'est là que ça se transforme en maladie, en burn-out, en trouble du sommeil. Donc avant que vous en arriviez là, prenez l'habitude, comme dans la médecine chinoise ou asiatique, de prévenir. C'est-à-dire plutôt que d'attendre que ça pète et que ça fasse une grosse catastrophe et que vous en ayez pour 2 ans à vous en remettre, faites de la prévention, de la sensibilisation. Au quotidien, j'apprends à dealer avec mes émotions. Quand je suis en colère, je suis triste, je prends le temps de vivre mon émotion, j'accepte que c'est mon émotion et je peux aussi développer des outils ou des stratégies pour me permettre d'exprimer mes émotions. Ça, c'est à vous de trouver ce qui peut éventuellement vous convenir. Et vous avez aussi des petites thérapies de libération émotionnelle qui peuvent vous aider. Par exemple, l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, qui peut vous permettre, à partir de certains tapotements sur vos zones du corps, de libérer au niveau émotionnel. Vous avez aussi l'EMDR. Voilà, il y a des choses comme ça pour vous accompagner, pour vous permettre de vous libérer. Surtout si ça fait des années et des années que tout ça est accumulé dans votre corps. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui se fait progressivement. Le changement, c'est long et c'est progressif et ça met du temps. Donc c'est pas forcément quelque chose de laborieux, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui va transformer votre vie, qui va vous permettre d'être bien avec vous-même, mais ça prend du temps. Et plus on fait des petites choses au quotidien, plus c'est efficace. Il vaut mieux que vous fassiez tous les lundis, tous les mardis ou quand vous en sentez le besoin dans la semaine, des petites choses pour réguler votre stress plutôt que vous alliez faire une semaine par an, je sais pas moi, comment on appelle ça, une retraite quelque part dans le Morvan d'une semaine où vous allez faire beaucoup de yoga, etc. Si vous faites ça, c'est très bien, une fois par an, d'accord. Mais en attendant, vous accumulez tout. Donc plutôt que de faire un énorme truc tous les 6 mois ou tous les ans, faites des petites choses, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. C'est pas grand chose et on a l'impression que ça sert à rien, mais je vous promets que, à force dans la régularité, vous allez trouver un mieux-être. Voilà. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.